Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Imaginez-vous, peut-être l'image. Oui, merci. Imaginez-vous un dimanche soir, tranquillement installé dans votre canapé, et vous décidez de financer un projet innovant, de soutenir une cause qui vous tient à cœur, ou encore tout simplement de sécuriser vos économies ou de les faire fructifier. Avec un simple téléphone portable et une connexion Internet, vous accédez à un service qui était auparavant réservé à une minorité. Sans paperasse, vous pouvez accéder à une transaction qui est sécurisée, rapide et qui atteint sa destination. Imaginez maintenant un exploitant agricole au Kenya qui veut moderniser son exploitation, un entrepreneur au Cambodge qui souhaite lancer son activité, ou encore une étudiante au Chili qui veut financer ses études. Eh bien, ce même accès aux services financiers est possible, et ceci, c'est de la réalité, c'est de la DeFi, c'est de la finance décentralisée, une finance sans costume-cravate, une finance plus moderne, plus flexible et plus juste. Je suis Jérémy Astavola, je suis avocat associé au sein du cabinet Morel Allard et je suis spécialisé en restructuration d'entreprises en difficulté depuis 20 ou 25 ans. Et j'ai accompagné pendant tout le long des crises financières, la crise des subprimes, la crise Covid, la crise ukrainienne, des entreprises. Et j'accompagne aussi quelques établissements bancaires. Et j'ai constaté que pendant ces crises, le système financier actuel était long, coûteux et plus inclusif. Et à cause de cela, certaines sociétés n'ont pas pu être redressées, faute de financement adapté et de financement trop long. Et j'ai vu d'autres projets prometteurs ne pas pouvoir naître à cause d'un cadre trop rigide et à cause de procédures trop longues. Et c'est ce qui m'a fait m'intéresser à la finance décentralisée. C'est que pour moi, je ne vois pas cela comme une menace contre le système actuel, mais plutôt comme une innovation qui permet en fait d'accéder à la finance autrement, à des financements autrement. Je dirige aussi également au cabinet un service de tokenisation dans lequel en fait je tokenise des actifs et plus particulièrement des droits sur les actifs, comme il était indiqué tout à l'heure, et dans lequel ça permet en fait des financements qui sont plus adaptés, plus flexibles et plus efficaces. Et puis surtout, des investissements qui sont aujourd'hui non plus réservés simplement à une élite. Je vois dans la finance décentralisée plus qu'une technologie, mais plutôt une redistribution des pouvoirs entre les entreprises et les individus, avec avec l'acquisition de financements modernes, ouverts et plus justes. Alors, cette finance décentralisée repose sur 3 piliers majeurs. Le premier pilier, c'est la blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est un registre numérique public partagé entre des milliers d'ordinateurs. Chaque transaction y est visible, traçable et infalsifiable, ce qui garantit sa transparence. Alors, très simplement, aujourd'hui, lorsque vous envoyez des fonds dans une banque, seule cette banque tient le registre. Vous ne pouvez pas vérifier si le registre est bon ou mauvais. Ensuite, lorsque vous voulez envoyer un paiement, les banques utilisent un système interbancaire. Vous avez vu le nombre de systèmes interbancaires qui existent. Alors là, c'est caché. Mais là, j'en ai référencé Target 2, Step 2, Swift, SEPA, TIPS, EBA, CLS. Elles utilisent un multitude de réseaux. En fait, la finance décentralisée, par l'utilisation de la blockchain, il permet une transparence que ne permet pas aujourd'hui le système actuel. Alors, cette confiance dans les institutions est remplacée par la confiance dans la blockchain par un système transparent. Le deuxième pilier, c'est l'utilisation de smart contracts. Qu'est-ce que les smart contracts? Ce n'est pas des contrats. Ce sont des programmes informatiques qui s'exécutent automatiquement sur la blockchain, d'accord, et qui font passer des transactions quand certaines conditions sont remplies. Le code assure que si les conditions sont respectées, le transfert se fait instantanément. On parle de code is law. Pourquoi? Puisque le code, une fois frappé, dirigera les règles qu'il y a
entre les parties qui interagiront avec le smart contract. Le dernier point de la finance décentralisée, c'est la décentralisation. Qu'est-ce que la décentralisation? C'est d'une part la décentralisation de la blockchain, de la validation, avec deux systèmes assez connus, le proof of work, la preuve donc de travail, et le proof of stake, la preuve d'enjeu. Deux systèmes différents qui permettent cette décentralisation avec les critiques de l'une et de l'autre en fonction du trilemme qu'on connaît parfaitement, scalabilité, sécurité, décentralisation. Et puis, c'est aussi la gouvernance communautaire grâce au token de gouvernance dans les projets de finance décentralisée, où en fait on permet aux participants du protocole de voter pour les décisions. Par type d'exemple, la plateforme AAV, qui est assez connue et qui permet aux token holders, donc aux détenteurs du jeton de la plateforme, de pouvoir en fait investir et de choisir les nouveaux actifs qui seront listés sur la plateforme. Alors, quels sont les atouts de la DeFi par rapport au système traditionnel? Premier atout, une accessibilité, une réduction des intermédiaires. Elle supprime les banques, en tous les cas c'est ce qu'elle souhaite, les courtiers, les notaires et les avocats dans certaines conditions. Pourquoi? Parce que en fait, nous sommes les tiers de confiance sur certaines opérations et parfois, il est inutile que nous soyons présents dans les transactions. Pourquoi? On coûte. Nous avons la nécessité de passer du temps là-dessus et en fait, ce n'est pas instantané. Alors attention, il faut tout de suite y mettre une réserve, c'est que le problème qui est parfaitement résoluble, c'est qu'en fait, c'est lorsque l'information rentre sur la blockchain, il faudra toujours des escrocs, des gens de confiance pour s'assurer que l'information qu'il y a sur la blockchain est la bonne information. Donc, toutes ces professions devront s'adapter. Le deuxième point, c'est la transparence et la sécurité. Chaque transaction est enregistrée sur une blockchain publique, ce qui en garantit une transparence totale. Et c'est ce qui est game changer. C'est que tout le monde peut y avoir accès, il n'y a plus de secret. Alors, il faut encore une fois relativiser ce point, c'est que vous me diriez, oui, mais dans le secret des affaires, nous avons besoin de confidentialité. Dans certaines opérations, nous avons besoin de confidentialité. La technologie résout cette problématique avec notamment les privacy coins qui sont décriés, mais qui permettent, elles, des transactions qui soient confidentielles entre deux partenaires. Nous avons aussi les Zero Knowledge Proof, qui est une technologie qui permet à ce que les informations contenues dans la blockchain, elles, soient sécurisées et confidentielles. Donc, la technologie permet aussi de respecter la confidentialité lorsque celle-ci est nécessaire et contrôlée. Enfin, la disponibilité de la DeFi est une innovation permanente. La DeFi est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Plus de dimanche, plus de jours fériés, lorsqu'une opération doit être effectuée, il n'y a plus besoin d'attendre le lundi matin que son banquier soit là pour effectuer son opération. Et surtout, la DeFi permet des choses que ne permettent pas la finance traditionnelle, telles le staking, qui est en fait la sécurisation des blocs dans le proof of stake, le farming, qui est le yield farming, où lequel on va placer des fonds qui vont nous rapporter des tokens, des prêts, donc du borrowing, du lending, la fourniture de liquidités, des flash loans, l'arbitrage, de trader sur des DEX. Enfin, on voit que ce sont des nouvelles solutions qui sont en train d'être apportées pour apporter plus de flexibilité et encore des opportunités d'investissement. Bien sûr, tout n'est pas parfait dans la DeFi, notamment la volatilité des crypto-monnaies, puisqu'en fait, effectivement, la DeFi reporte sur des crypto-actifs et tout le monde connaît parfaitement la volatilité des cryptos. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a une exigence de collatéral. Tous les prêts, en fait, c'est le système qui est proposé par l'école autrichienne, hein, les prêts nécessitent une surcollatéralisation. C'est-à-dire qu'une personne qui ne détient pas d'actifs numériques aujourd'hui ne peut pas emprunter. Mais certains protocoles sont en train d'essayer d'expérimenter des solutions, et notamment avec la réputation numérique ou des garanties collectives qui sont apportées. On voit bien Goldfinch, TrueFi, Centrifuge, AVARC proposent des solutions dans lesquelles aujourd'hui il va être possible d'emprunter sans pour autant de fournir du collatéral. Bien sûr, les risques de hacking. Donc les smart contracts peuvent contenir des failles exploitables et
On l'a vu hein, encore dernièrement. J'ai pris quelques exemples. Polynetwork avec un piratage de plusieurs millions de dollars. Ronin Network, 615 millions. Mango Market, une perte de 100 millions de dollars. Radiant Capital. Alors la solution sur cette question-là, c'est de renforcer la sécurité des protocoles avec des protocoles qui soient certifiés. Il va falloir mettre en place des normes, véritablement. Donc les développeurs vont devoir travailler sur ces points-là. Et puis aussi, de l'autre côté, prévoir des mécanismes d'assurance. Donc il y a aussi tout un travail sur les compagnies d'assurance qui doivent être mis en place pour justement protéger les investisseurs en cas de hack. On le voit bien aujourd'hui avec le règlement sur la cybersécurité, cyber-résilience. Donc tous ces éléments-là vont entrer en considération dans les années qui viennent. Alors, l'une des autres difficultés de la DeFi, c'est aujourd'hui l'absence de réglementation claire. Pourquoi ? Eh bien, pour tous ceux qui savent, il y a eu un règlement MiCA qui a été pris, qui est aujourd'hui d'application, mais il y a un grand absent de cette réglementation, c'est la DeFi, la finance décentralisée. Pourquoi ? Ben, ça me paraît simple. Les législateurs et les régulateurs ont une vraie problématique avec la DeFi. C'est comment voulez-vous la réguler dès lors que vous ne pouvez pas la stopper ? Puisque, de facto, dès lors que vous détenez vos propres coins, dès lors que le programme est sur la blockchain et qu'il est automatique, comment est-ce qu'un système peut bloquer l'opération ? Ben, la réalité, c'est qu'il ne le peut pas. Alors, ça pose une difficulté puisque les institutionnels ne peuvent pas rentrer aujourd'hui dans ces mécanismes sans ces sécurités de pouvoir bloquer. Et de l'autre côté, vous avez les personnes de l'écosystème qui viennent et qui ont aussi ce raisonnement de dire « Eh oui, mais si on peut bloquer, nous ne sommes plus dans un mécanisme de DeFi, nous sommes plutôt dans un mécanisme de finance traditionnelle, puisque qu'est-ce que apporte finalement il n'y a pas de nouveauté. » Alors, il faut comprendre que, voilà, aujourd'hui, la DeFi, elle doit trouver sa place entre ce qu'on appelle la finance traditionnelle, qui sera symbolisée par la CeFi on-chain. Donc, ça sera bien sûr de la finance sur blockchain, mais qui sera assimilée aux règles de la finance traditionnelle, et puis la véritable DeFi. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'était plutôt comment interpréter entre la CeFi on-chain et la véritable DeFi. Il faut comprendre que la tendance du régulateur, ça va être de dire mêmes activités, mêmes risques, mêmes règles. Donc le régulateur, à partir du moment où vous avez aujourd'hui des protocoles de DeFi qui font une même activité qu'un protocole de finance traditionnelle, qui a les mêmes risques, eh bien, le régulateur va vouloir y imposer les mêmes règles. Ça, c'est le premier point, et c'est ce qu'il faut retenir dans les années qui vont venir. Le deuxième, c'est que commence à émerger ce qu'on appelle des vecteurs de centralisation. Le régulateur est incapable de retoucher à la transaction elle-même. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rechercher les responsabilités humaines à chaque couche du protocole. Alors, pour être plus clair, si nous sommes sur un protocole de layer 1, ce que va regarder le régulateur, c'est est-ce qu'il existe une équipe, la DevCore, qui sont capables de rentrer dans le layer 1 pour modifier les règles du layer 1. Si la réponse est oui, à ce moment-là, il considérera que tout ce qui va venir par la suite est corrompu et la blockchain est donc centralisée. On remonte sur la couche de layer 2 et ça va se poser les mêmes questions. Ensuite, on va remonter sur la couche des smart contracts et on va voir si on peut modifier ou non le smart contract. On va remonter ensuite dans tout ce qui concerne les applications UI/UX qui sont aussi au-dessus ou les agrégateurs. Et à chaque fois qu'on pourra en fait avoir un contrôle, l'humain pourra avoir un contrôle sur ces sujets-là, à ce moment-là, le régulateur va venir taper et chercher les responsabilités sur ces acteurs. Voilà, pour vous dire un exemple très concret en 2021, donc en termes de crypto, ça remonte un peu, mais ça reste quand même un exemple très parlant. Un projet appelé Constitution DAO avait mobilisé des millions de personnes dans le monde et avait récupéré 47 millions de dollars pour essayer d'acheter un exemple rare de la Constitution américaine. Le projet n'est pas allé au bout, mais c'est pour dire qu'il est tout à fait possible, sur une cause commune, de pouvoir se réunir avec des acteurs du monde entier pour en fait avoir un projet commun sans qu'il y ait besoin de se connaître, sans qu'il y ait besoin de lourdeur administrative, sans qu'il y ait besoin finalement d'une personne de confiance au milieu grâce à la technologie. Alors, bien sûr, c'est un monde qui pourrait paraître idéal, mais voilà, comme disait Oncle Ben
dans un film bien connu, un grand pouvoir impose des grandes responsabilités. C'est que cette liberté, elle s'accompagne d'abord d'une grande responsabilité, ça commence par l'éducation. L'éducation financière, l'éducation technologique, l'éducation de comprendre en fait le système monétaire. Pourquoi ? Parce que en fait, ce sont quand même des mécanismes de finance. Alors, on a beau être sans costume, cravate, on n'en reste pas moins un investisseur, quelqu'un qui prend en main ses propres finances et qui donc doit se cultiver, apprendre. Et il existe des multiples possibilités pour se cultiver. Il existe des salons comme aujourd'hui, beaucoup de tutos sur Internet, beaucoup de podcasts, des events, des meet-up un petit peu partout en France. Et ça, c'est essentiel de pouvoir en fait s'éduquer sur ces sujets-là parce que les mécanismes sont quand même encore complexes et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas encore totalement régulés. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre la régulation, l'autonomie et l'indépendance. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Aujourd'hui, la finance décentralisée n'est pas parfaite. Elle présente des risques sur la volatilité des cryptos, de l'exigence de collatéral, une sécurité imparfaite, une absence de régulation claire, mais avec une régulation plus adaptée. Elle a le potentiel de devenir, non pas remplacer la finance traditionnelle, mais venir, de mon sens, venir la compléter de manière fiable, flexible et innovante. Et bien sûr, tout ça sur responsabilité. Alors, une innovation encadrée, pas à freiner, et avec costume ou sans cravate. Merci à vous.